Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Trois grands sujets de conversation aujourd'hui au Conseil des ministres réunis à l'Élysée. Il y a bien sûr le deuxième tour des municipales dimanche prochain. Il y a aussi les conflits sociaux avec en particulier les fonctionnaires. Et puis le gouvernement devait également discuter du banditisme à la suite des deux hold-up, vous le savez, de Toulouse et de Tretz, près de Marseille. On prête à M. Pompidou d'ailleurs l'intention de demander une fermeté encore plus grande, disons, dans la répression de ce genre de gangstérisme. Cela constitue en gros les titres principaux de l'actualité aujourd'hui. Il faut encore ajouter les déclarations de M. Rogers, le secrétaire d'État américain, concernant le Proche-Orient. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis en sport, il y a Espagne-France de football ce soir à Valence et la dernière étape de Paris-Nice. Nous en reparlerons également. Commençons, si vous le voulez bien, par les municipales. La bataille du second tour est maintenant assez claire. Dans la plupart des cas, il va s'agir de duels entre la majorité et la gauche. La gauche qui a tenu un meeting hier soir au Palais des Sports à Paris. Voyons, Bernard Olivier, dans l'ensemble, comment se présente ce deuxième tour de dimanche prochain. Oui, partout, ou presque partout, il s'agira d'un duel au second tour entre, d'une part, la majorité ou une liste centriste contre, d'autre part, le Parti communiste ou le Parti socialiste. Alors il y a les désistements. Le Parti communiste a fait le premier pas en se désistant à Lille et à Toulouse notamment en faveur du maire sortant socialiste. Il faut noter tout de même qu'à Toulouse, le PSU et la Convention des institutions républicaines protestent contre ce désistement et appellent les électeurs à voter blanc au second tour. Le PC se retire dans les mêmes conditions à Périgueux, à Quimper, à Orléans et à Châteauroux en faveur des socialistes. Mais côté socialiste, il y a quelques accros, notamment à Arles où M. Privat, le maire sortant, qui est également député socialiste, refuse de se retirer bien qu'il soit arrivé derrière le communiste. Enfin, à Paris, dans la plupart des secteurs, duel également, puisque dans beaucoup de cas, de nombreux candidats au premier tour qui n'avaient pas fait 10% des voix ont été amenés automatiquement à se retirer. Mais il y aura quand même des batailles triangulaires toujours à Paris, dans le 3e, le 11e et le 12e secteur, où les centristes se maintiennent. Et puis, bataille triangulaire surtout à Marseille, entre M. Defer, le maire sortant, M. Comiti et M. Lazarino, le candidat communiste. Le bureau politique du Parti radical qui s'est réuni ce matin résume sa situation d'une phrase, sa position d'une phrase, barrer la route au second tour au candidat du pouvoir. Hier soir, en effet, meeting au Palais des Sports, et c'est au cri d'unité que 10 000 Parisiens sont venus applaudir François Mitterrand, Robert Buron, Alain Savary et Georges Marchais. Ce sont les désistements du deuxième tour qui tenaient la vedette. M. Savary qualifiait de positifs les gestes faits par le PC à Toulouse et Lille, et il ajoutait : de son côté, et sans qu'il y ait là le moindre marchandage, le Parti socialiste apporte, pour ne citer que celle-ci, son soutien aux listes d'Union démocratique à Puteaux, où M. Secaldi doit être battu. À Sarcelles, à Dieppe, à Nîmes, à Montluçon. Tout doit être mis en œuvre pour battre le maire sortant, transfuge des rangs de la gauche. Dans les villes de plus de 30 000, où des listes d'union ont été formées avec les partis de gauche au premier tour, celles-ci poursuivent leur combat. Ailleurs, le Parti communiste français a mis tout en œuvre pour que s'effectue le désistement réciproque en faveur des listes démocratiques ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Cette tactique profondément unitaire nous a posé, je le dis franchement, quelques problèmes là où nos propositions d'entente au premier tour n'avaient pas été retenues. Et puis pour conclure, je voudrais revenir sur une élection qui va faire un peu jaser à Saint-Germain-des-Prés, mais surtout sur la place des Lys à Saint-Tropez, entre deux parties de pétanque. Le maire sortant de Saint-Tropez, M. Lescudier, modéré, est arrivé en tête avec 1491 voix. M. de Citiveau, un candidat modéré, a fait 1029 voix et au second tour, il fait liste commune avec les communistes en prenant 7 candidats communistes sur sa liste. C'est dire que la bataille sera serrée au second tour. M. de Citiveau est qualifié de républicain par les communistes,
mais il se voit accusé d'être UDR par le maire sortant, M. Lescudier. En somme, de quoi alimenter les discussions une bonne partie de l'été à Saint-Tropez. Des discussions qui seront bien sûr très alimentées jusqu'à dimanche en ce qui concerne les municipales. Voilà le point que l'on peut faire. Pour le reste, en France, je vous le disais, le Conseil des ministres examinait ce matin le problème des fonctionnaires. Cet après-midi, les 7 fédérations de fonctionnaires doivent se réunir pour commenter justement ces décisions éventuelles du Conseil des ministres. On en saura plus donc en début d'après-midi. Il faut rappeler aussi toujours dans ce domaine social la fin du conflit de la navigation aérienne. Les appareils reprennent leur vol à partir d'aujourd'hui, mais progressivement. Si vous avez à voyager, ne comptez tout de même pas sur les vols habituels. Il est quand même plus préférable, disons, de téléphoner aux 3 compagnies françaises. 2 autres secteurs agités encore en France. Les dockers, où il n'y a toujours pas de solution en vie, alors que le conflit dure quand même depuis maintenant 6 mois. Le ministre de l'Équipement, M. Alma-Chalandon, a tenu à apporter une précision à ce sujet. Il a dit il y a un malentendu dans cette affaire. Le gouvernement n'a jamais déposé de projet de loi destiné à modifier le statut des dockers. Et puis reste le mécontentement des sapeurs-pompiers. Là, une manifestation est prévue demain à Paris, devant l'Hôtel de Ville et devant le ministère des Finances. À propos des affaires sociales, un sondage de la Sofres que publie ce matin notre confrère Le Pèlerin, selon cette estimation, 55% des Français ne souhaitent pas avoir plus de 2 enfants. M. Giscard d'Estaing a annoncé hier des mesures d'assouplissement du contrôle d'échange. À partir de lundi prochain, notamment, les touristes français qui se rendent à l'étranger pourront sortir de France 2000 francs en devises par voyage, et cela 2 fois par an. Jusqu'à présent, on ne pouvait sortir, vous le savez, que 1500 francs à chaque fois. Il faut rappeler qu'en plus, il est possible d'emporter 500 francs en argent liquide français. M. Paul Lombard vient d'être appelé à la présidence de l'Assemblée permanente des chambres de commerce de l'industrie et d'industrie. Il succède ainsi à M. Henri Courbeau, dont le mandat était expiré. Le second tome des Mémoires d'espoir du général de Gaulle est en vente à partir d'aujourd'hui. On y relève surtout un portrait de M. Pompidou. Le général de Gaulle écrivait à propos de son successeur « Il est porté par nature à considérer surtout le côté pratique des choses » et plus loin on lit « Il se saisit des problèmes en usant, suivant l'occasion, de la faculté de comprendre et de la tendance à douter, du talent d'exposer et du goût de se taire, du désir de résoudre et de l'art de temporiser qui sont les ressources variées de sa personnalité ». Élise Jouandeau est décédée ce matin à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Elle nous laisse son dernier livre, Liens de ronces. C'est l'histoire de son déchirement avec son mari, Marcel Jouandeau, un déchirement long de 40 ans. Il faut rappeler qu'avant d'être écrivain, elle a été la danseuse plus connue sous le nom de Cariatis, du seul ballet d'Éric Satie, La Belle Excentrique. Le gouvernement devrait donc discuter en principe ce matin à l'Élysée des 2 hold-ups spectaculaires de Toulouse et de Marseille au cours de ces dernières heures. Il faut dire que tous les 2 comportent un aspect assez inquiétant. Il s'agit bien sûr des otages que les ravisseurs, les gangsters, n'ont pas hésité à emmener avec eux pour protéger leur fuite. Est-ce qu'il s'agit là du retour du temps des otages? On se souvient d'une autre affaire de ce genre l'année dernière. C'était au mois d'avril, à Villefranche-sur-Mer. L'hôtel en question s'appelait le Versailles, si vous vous souvenez bien. Ce qui est frappant, ce sont aussi, dans tous ces cas, les résultats positifs des enquêteurs. On a laissé partir les otages et les ravisseurs pour préserver justement la vie des otages, mais dans un cas comme dans l'autre, l'argent a été récupéré et les bandits sont sous les verrous, à l'exception de 2 d'entre eux. En tout cas, on peut s'inquiéter un petit peu de ces méthodes utilisées par la jeune vague des gangsters, du gangstérisme. C'est sans doute pourquoi M. Pompidou voulait en parler ce matin en Conseil des ministres. À propos d'un autre fait divers dont nous vous parlions ces jours-ci, l'explosion du pavillon de Montgeron qui avait fait 2 morts, le comité interprofessionnel du butane et du propane tient à préciser qu'il n'y avait aucun de ces 2 produits dans le jardin attenant à la propriété. Une autre explosion hier soir au Havre, celle-là semble-t-il a été provoquée par une fuite de gaz, une explosion très violente, Guy Laurent Chémine. C'est en fait tout l'angle d'un immeuble de 4 étages qui a été détruit. Vers 22 h hier, une explosion a ravagé le 4e étage d'un immeuble situé dans le centre du Havre. Par miracle, pas de victimes, 3 personnes blessées légèrement ou commotionnées, les autres occupants des appartements ravagés n'étant pas à leur domicile au moment de l'explosion. Les services d'incendie de la ville étaient rapidement sur les lieux pour prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient et dégager les abords, car des corniches étaient en équilibre précaire et constituaient une menace pour les passants. Les causes de cette explosion, qui aurait pu se transformer en véritable tragédie, ne sont pas encore officiellement connues. Il est possible qu'une fuite de gaz soit à l'origine de l'explosion, car les premiers témoignages recueillis faisaient état d'une forte odeur de gaz régnant sur tout le quartier. Quoi qu'il en soit, il appartient maintenant aux services de police qui ont ouvert une enquête de faire toute la lumière sur les causes de ce drame. Ce matin, on a pu procéder à un premier bilan. Le 4e étage de cet immeuble complètement soufflé, le 3e étage pratiquement détruit
et aussi plusieurs voitures en stationnement littéralement écrasées par des blocs de béton et autres débris de corniches. L'actualité internationale, je vous le disais tout à l'heure, M. Rogers, le secrétaire d'État américain, a fait une déclaration importante concernant le Moyen-Orient. Pour le secrétaire d'État, le climat n'a jamais été plus propice à un règlement politique du conflit israélo-arabe. Mais les États-Unis lancent dans le même temps un avertissement. L'échec des négociations actuelles, a dit M. Rogers, pourrait conduire à une situation très dangereuse, voire même à une troisième guerre mondiale. Dans le même temps, mais à propos du conflit indo-chinois, le ministre américain de la Défense, M. Melvin Laird, a confirmé que le retrait des soldats américains du Sud-Vietnam se poursuivrait sur un rythme de 3000 départs par semaine. M. Thomas Dewey, ancien gouverneur de l'État de New York, vient de mourir. Il souffrait d'une maladie du cœur. Il avait été 2 fois candidat à la présidence des États-Unis, souvenez-vous, 2 fois battu, en 1944 par Franklin Roosevelt et en 1948 par Harry Truman. Jane Fonda est à Paris, mais vous le savez, depuis quelque temps, lorsque cette jeune femme fait parler d'elle, ce n'est plus tellement pour faire du cinéma ou pour parler de cinéma, mais pour parler politique. On l'a vu participer à de très nombreuses manifestations contre la guerre du Vietnam, contre aussi le sort de certaines minorités américaines. Hier, à Paris, elle donnait une conférence au nom du Centre international d'information pour la dénonciation des crimes de guerre. Maurice Werther a demandé à Jane Fonda, bien sûr, le sens de cette nouvelle activité. Vous allez voir que les propos de la jeune femme sont souvent très très violents. Inutile de préciser qu'ils n'engagent qu'elle-même. Jane Fonda dénonce aussi bien la presse américaine que ce qu'elle appelle le lavage de cerveau, par exemple, des soldats américains qui partent pour le Vietnam. Le fait que cette conférence de presse a été nécessaire est la preuve du fait qu'il y a en ce moment en Amérique de plus en plus de répression sur la presse, de censure. Je crois que ça vient de pression qui vient de Washington. Ils ont subi un lavage de cerveau raciste. On leur a dit que les Vietnamiens sont des gooks. Ça, c'est un slogan raciste. On les appelle des gooks, des slopes. One heard an expression over and over again. On a entendu souvent une expression. The only good gook is a dead gook. Le seul bon gook est un gook qui est mort. Un soldat, le premier jour, a dit que la dernière chose que son compagnie a vue avant d'être envoyé là-bas, c'était un lapin vivant. Leur officier a tenu en haut un lapin vivant, a ouvert le ventre, a enlevé les entrailles et les a jetés sur les soldats en disant « Voilà, vous voyez, c'est comme ça, allez-y ». Ms. Fonda, est-ce que vous pensez que sur le plan politique, votre action peut être vraiment efficace et faire changer d'avis, par exemple, au gouvernement américain? Peut-être. I'm not holding my breath. Je ne crois guère que Nixon, Agnew, le ministre de la Défense Laird, Ford, Rockefeller risquent d'être inculpés. Westmoreland, Rockefeller, Henry Ford, and all the other war criminals are going to be indicted. En français, en français. Que les vrais criminels de guerre, qui sont les gens à la tête des grandes corporations américaines, qui sont dans la Pentagone et qui sont nos représentants gouvernementaux, vont être condamnés comme les responsables. Et c'est ça. L'important, c'est le peuple américain. L'important, c'est que le peuple se rend compte de ce qui est fait in our names. C'est le peuple qui doit bouger. Nous retrouverons les femmes et le monde moderne tout à l'heure en compagnie de Paul Lefebvre pour Hebdo Midi Femmes. Une dernière minute qui concerne encore ce fameux temps des otages dont nous parlions tout à l'heure. Après des adultes comme otages, des bandits n'ont pas hésité à se servir d'un bébé pour parvenir à leur fin. Ça s'est passé à Stein. C'est ce qu'ont fait ce matin les gangsters de cette région qui sont fait remettre à la succursale d'une banque par les employés la somme de 6 000 francs. Et à 9h30, au moment où les 3 hommes sont entrés dans cette banque, une cliente se trouvait en effet dans la salle avec un bébé dans les bras. L'un des bandits lui a arraché l'enfant, lui a plaqué sur le cou le canon de son pistolet. Ses complices ont ensuite raflé l'argent et ont pris la fuite. Voilà pour cette affaire qui vient juste de tomber à l'instant. L'actualité sportive, Daniel Casal, avec de la boxe, avec du football, avec Paris-Nice, une actualité assez chargée. Oui, chargée pour un de la jour de boxe, semaine. avec René Rock hier soir.
Oui, René Roque hier soir a conservé son titre de champion d'Europe des poids plumes et c'était hier à Vienne face au Turc qui est installé en Autriche. Cemal Kamassi. René Roque a concédé le match nul à son adversaire et même un forcing dans les derniers rounds a permis aux Français d'éviter une défaite. Et Frazier se remet mal, semble-t-il, de son match et de sa victoire pourtant. Eh oui, Frazier qui a battu Clétoux récemment ne va pas très bien. On dit même qu'il pourrait abandonner la boxe. Il souffre d'hypertension. Il a été hospitalisé. Sa femme et son manager lui ont conseillé de raccrocher les gants. Paris-Nice, c'est la dernière étape. Oui, c'est la dernière étape, la 7e, en 2 temps. Ce matin, Raymond Riot a remporté la première partie de cette 7e étape. Draguignan-Nice, 108 km. Le classement général est inchangé avec Merckx. Devant Gösta Peterson à 25 secondes et Ocaña à 33 secondes. Cet après-midi, 2e partie de cette dernière étape avec le tronçon Nice-La Turbie, 19 km 500, dont 9 km et demi d'ascension de ce fameux col de la Turbie, si vous voulez une indication. Sachez que l'année dernière, Eddy Merckx avait amélioré le record de cette ascension et qu'il avait laissé Ocaña à 55 secondes derrière lui. Il ne devrait donc pas être inquiété cet après-midi dans cette ascension, une ascension que vous pourrez suivre sur la 2e chaîne à partir de 15h45. En football, un match difficile ce soir à Valence pour la France devant l'Espagne. Oui, et on peut dire que la France, mon Dieu, ne part pas tellement favorite, car l'Espagne est en pleine ascension. Elle est sur le point de devenir l'une des toutes premières nations européennes de football. Elle est invaincue, cette Espagne, depuis 18 mois. Elle a battu l'Allemagne de l'Ouest et plus récemment encore les Italiens en Italie. Or, vous savez que les Italiens sont vice-champions du monde. Mon Dieu, la France, elle, n'a pas battu l'Espagne depuis 1959 au Parc des Princes. C'était 4-3, le fameux but de Roger March. Et si cette équipe de France est la même que celle qui s'est pas mal comportée en Amérique du Sud, elle a fait des progrès effectivement, on a pu le constater, elle ne devrait malgré tout pas inquiéter cette équipe d'Espagne. D'ailleurs, Georges Boulogne, qui est le patron de l'équipe de France, n'a pas caché son appréhension en évoquant les problèmes que l'équipe d'Espagne posera ce soir à l'équipe de France. D'abord, le football espagnol est un football pour nous très difficile de par la qualité de ce football. Traditionnellement supérieur au nôtre, et puis par ses arguments. C'est un football rapide comme le nôtre, mais encore plus rapide que le nôtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, face aux Espagnols, se servir tellement bien de nos propres arguments. C'est vous dire que le match annonce difficile, on jouera notre jeu. Par ailleurs, encore, pour ajouter aux difficultés, j'ai vu une très bonne équipe espagnole à Cagliari, comme vous le faites remarquer, battre l'équipe d'Italie, vice-championne du monde et championne d'Europe, qui constitue une performance de tout premier plan. Donc pour nous, beaucoup de problèmes. Essayer de confirmer les progrès sur le plan de l'organisation de jeu, de la maîtrise technique, comme nous l'avons montré en Amérique du Sud. Essayer quand même de jouer suffisamment rapidement pour faire échec aux Espagnols. Voilà notre problème d'ensemble. Vous voyez que ça sera quand même très dur pour cette équipe de France. Parallèlement, les amateurs français, sans Orlaville, leur capitaine qui est blessé, seront opposés aux Italiens semi-pro, c'est-à-dire les Italiens qui jouent en 3e division. En jeu à 13, Grande-Bretagne-France, un match très difficile pour les Français qui, privés de leurs principaux éléments, Kabdouz Garrigue et Jean-Marie Bonal, s'efforceront de limiter les dégâts. Enfin, en automobile, il faut signaler que l'équipage Anderson-Nystrom, suédois, sur Alpine, a officieusement remporté le 2e rallye d'Italie devant les Italiens Balestrieri, Bernardini sur Lancia. Voilà pour le sport. Vous avez rendez-vous, mesdames, maintenant, avec Paul Lefebvre, de midi. Au sommaire de cet hebdo, aujourd'hui, 3 reportages. Le premier, d'abord, c'est en fait le portrait d'une femme qui ne veut pas laisser les hommes toucher seuls le ciel. Elle s'appelle Yvette Vaucher, elle a une 30aine d'années. Et au moment où vous voyez ces images, Yvette Vaucher est en train d'escalader les premières pentes de l'Himalaya, de l'Everest, plus précisément, le plus haut sommet du monde. Une cordée de 30 alpinistes européens tente de trouver une nouvelle voie pour atteindre les 8848 mètres de l'Everest. 29 hommes plus une femme, la première à attaquer ce plus haut sommet du monde. Et sur des images de la télévision suisse romande, François Cornet a demandé à Yvette Vaucher si cette aventure en haute montagne et le fait de partir avec une équipe d'hommes ne lui posait pas trop de problèmes.
Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes spécifiques aux femmes. L'endurance au froid, paraît-il qu'elles se gèlent moins vite que les hommes. Il paraît qu'elles ont une couche de graisse supplémentaire qui les protège assez bien. Une circulation sanguine différente. Bon, la couche de graisse supplémentaire, chez moi je ne sais pas très bien où elle est, mais il m'est arrivé lors d'une très grande course avec Michel dans la face nord de la Dent Blanche. Nous étions tout à fait dans les mêmes conditions et Michel s'était gelé les pieds très gravement et moi pas du tout, par exemple. Et la force physique, évidemment j'ai moins de muscles qu'un homme, mais je crois que j'ai assez d'endurance finalement, j'ai le moral et je garde confiance. Cette jeune femme est l'épouse de Michel Vaucher, que l'on voit ici à l'entraînement, l'un des meilleurs alpinistes de cette génération. C'est lui qui a enseigné ce sport à son épouse, et aujourd'hui, lorsqu'on l'on demande à Yvette Vaucher si elle fait partie du club suisse des femmes alpinistes, elle répond qu'elle n'aime pas le scoutisme. J'aime beaucoup skier, j'ai commencé à faire des raids à ski et en faisant les raids à ski, on s'approche quand même beaucoup de la haute montagne. Et j'ai pensé que ça me plairait, enfin j'avais l'impression que ça me plairait, que ça allait me convenir. J'ai pris des cours, des leçons de varap au Salève. C'est cette montagne là, toute proche de Genève, mais qui est déjà sur la France. Ensuite, j'ai fait quelques courses classiques. Et petit à petit, ce hobby est devenu pour moi passionnant. Et à Genève, j'ai rencontré Michel, et Michel, alors qui était déjà un très fort alpiniste à ce moment-là, m'a initié à l'escalade artificielle. Il m'a emmené dans des courses très difficiles. Et voilà, ça continue. En vous regardant sourire, Yvette Vaucher, en vous écoutant parler avec passion de cette aventure que vous allez vivre, on a un peu l'impression que vous semblez ignorer dans une certaine mesure peut-être la peur. En pensant aux catastrophes des montagnes, aux avalanches, à la tragédie de Maurice Herzog et de ses compagnons dans l'Annapurna aux morts de la guerre ou du Mont Blanc, on ne peut pas s'empêcher pourtant d'avoir une certaine appréhension quand on fait cette expérience, non ? Non, mais vous savez, on parle surtout des accidents de montagne et des choses horribles qui se passent en montagne, mais pour un accident, il y a quand même des centaines de réussites. Alors, je n'ignore pas les dangers de la montagne, mais c'est précisément en les connaissant qu'on peut les éviter. Je sais qu'il y a des avalanches, je sais qu'il y a des chutes de pierres. Et si on fait une course en bonne condition, si on la fait très tôt, par exemple, on est sûr qu'on n'aura pas de chute de pierre provoquée par la fonte des neiges. On n'aura en principe pas d'avalanche. Mais évidemment, ces dangers objectifs me font un peu peur, mais ce n'est pas une peur panique. Je les connais et j'essaye d'éviter d'être prise là-dedans. Et Michel, qui a une très grande expérience alpine, est parfaitement conscient aussi de ce qui pourrait nous arriver si on faisait une ânerie, si on ne tenait pas compte de ces dangers. Restons dans les sommets pour faire un mauvais jeu de mots. À quelques jours du printemps, il ne faut pas l'oublier, les coiffeurs français vous proposent une nouvelle ligne, ou plutôt relancent une ligne de coiffure dont la moindre des choses est de dire que son nom du moins va rallier les suffrages masculins. Pour le printemps et l'été, nous avons décidé de remettre à la mode, dans une manière différente, totalement différente, la célèbre coiffure à l'ange. Donc, la nouvelle ligne s'appelle Ange 71. Elle est très simple, elle se compose d'abord autour du visage d'un coiffant, sur une bande de 3 cm de largeur, les cheveux y sont souples et habillent le visage de la femme, soit en avant, soit en arrière. Après, nous avons une deuxième bande qui, elle, s'appelle la couronne. Elle est faite de cheveux bouclés, souples, de longueur nettement plus importante et qui donne une espèce d'auréole au visage. Et à l'intérieur de cette auréole, cette couronne, se situe la calotte. La calotte est une partie de cheveux très courts qui épouse le galbe du crâne et qui, somme toute, donne un relief et un contraste nécessaires pour cette nouvelle version de la coiffure à l'ange. Ange 71, c'est une coiffure sur laquelle nous comptons beaucoup, à la fois dans le domaine de la mode et à la fois dans le domaine de la relance commerciale de notre métier. Ange 71, c'est une ligne à contraste, c'est une ligne dans le vent, une ligne dans le mouvement, et puis une ligne, somme toute, qui ira très bien avec le printemps, le soleil, l'été et les vacances. Le sourire, il y a en France environ 5 millions de personnes
dont les mensurations échappent quelque peu, en somme, aux normes habituelles. On les appelle soit les hommes forts, soit les femmes bien en chair. Bien sûr, il y a déjà des magasins spécialisés, bien sûr, dans chaque collection, on prévoit des tailles plus élevées, mais en général, ces personnes fortes ont le plus grand mal à trouver dans les coloris et dans les vêtements les tailles qui leur plaisent. Or, ainsi qu'ont vous le montré Daniel Casal et Bernard Pissesseau, les grandes tailles vont maintenant trouver dans toute la France de quoi se sentir bien dans leur seconde peau. Hé gros, fais attention à pas te faire écraser. Mais si je me fais écraser, tu me feras faire un costume en sapin. C'est chouette, dis donc. Oui, ça a l'air d'aller. Il est pas un peu juste, le non, tien? t'es un peu étriqué, toi, là-devant. Tu crois? Oui, tiens, boutonne-le un peu. Mais regarde derrière le dos, là. Le dos? Ah! Ah zut! Ah oui, mais moi, le mien, il me va mieux. Il va t'aller, le tien, oui, je crois. sûr. Mais tu crois pas? Moi, je crois Ah qu'il ben va bien non! t'aller, Ah, mais là, non, t'es non, extra. là, je me sens mieux. Là, t'es bien. Là, t'es à l'aise devant. Là, t'es bien. Je suis bien. Là, t'es bien comme il faut. Quoi. Ben, je marcherai devant, quoi. C'est quand même difficile à porter en ville des trucs comme ça. Oui, mais ça fait de l'air. Fini les cris de colère ou de déception, il est en effet dépassé le temps où les hommes d'un volume au-dessus de la moyenne, tels Moustache, 107 kg, et Pierre Doris, 98 kg, ne trouvaient rien à leur mesure. Désormais, une maison de vente par correspondance met à leur disposition des vêtements qui, du 56 au 66, demandent évidemment plus de tissu que les tailles mannequins. À peu près entre 15 et 20% quand même. Il est faux bien. Alors ça va se traduire dans les prix aussi? Ben, on est bien obligé de faire une petite augmentation de prix par rapport. Mais c'est tout à fait minime. Il y a 2 500 000 Français, hommes, qui cherchent quelque chose, des vêtements pour s'habiller dans toutes les tailles, et toutes les couleurs et toutes les qualités. Et ben, on couvre toutes les couleurs et toutes les qualités à des prix de prêt-à-porter, parce que c'est du très grand prêt-à-porter, mais étudié. Non, c'est quand même chouette, dis donc. T'as vu, on cherchait tout à l'heure et maintenant on a tout ce qu'il nous faut, les pantalons, les vestes, les chemises. C'est pas On est des gars heureux! Regardez. On est des gars heureux. Voilà. Maintenant, mesdames, à vous. Il y a en France 2 millions de femmes fortes. Désormais, elles trouveront en prêt-à-porter des tailleurs ou des robes allant du 42 au 58. C'est là une initiative dont se félicite Anne-Marie Carrière. Quand on est une femme forte, on ne trouve pas, jamais, en confection, dans les magasins jolis de la rue de la Paix ou d'ailleurs à Paris, quelque chose au-dessus du 42. Quelquefois, ils traînent un 44, qui disparaît tout de suite parce que des tas de femmes font un 44, puis après c'est fini. Alors si par hasard vous faites un 46 ou un 48, alors non seulement c'est un problème dans la vie, un problème sentimental et psychologique, bon, c'est votre affaire, hein? Mais en plus, vous avez un problème devant la vendeuse, parce que la vendeuse vous regarde des pieds à la tête et vous fait « Oh, madame, vous plaisantez, rien au-dessus du 44, et pop, tiens, dans la gueule. » Bon, alors, je trouve que c'est très difficile à surmonter. Il n'y a pas de raison, quand on est une femme forte, qu'en plus, le fait de s'habiller, quand on voit quelque chose dans une vitrine, ça soit un problème. Et jusqu'à présent, en France, c'est vraiment, on ne trouve pas, je vous assure, et pas de raison qu'on ne trouve pas quelque chose d'un peu jeune, d'un peu frais, d'un peu dans le vent, dans une taille 48. Aux États-Unis, ça s'était déjà fait. Alors il est temps que ça se fasse en France, mon vieux, quoi. C'est une œuvre sociale. C'est de la charité. Nous allons revenir à la bourse maintenant. Je vous parlais tout à l'heure des déclarations de M. Giscard d'Estaing, début de ce journal, concernant le contrôle d'échange. Michel Tardieu, à la bourse aujourd'hui, on parle aussi du reste des déclarations de M. Giscard d'Estaing, comportant plutôt à propos de la production industrielle et des exportations. Oui, Jean-Michel Desjeunes, les boursiers ont l'habitude de dire que chaque fois qu'un membre du gouvernement parle, la bourse baisse. Il le disait surtout du général de Gaulle. Eh bien, M. Giscard d'Estaing a parlé hier et la bourse n'a pas baissé. Au contraire, elle est plutôt un peu plus résistante qu'elle ne l'était la veille. Le ministre des Finances, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, a dit que le contrôle d'échange serait assoupli pour les voyages à l'étranger et il a précisé que cette mesure était possible parce qu'après tout, la situation économique de la France est plutôt satisfaisante. Au mois de janvier, la production industrielle a augmenté de 1,2% et la courbe de progression de la production industrielle est pour l'instant sur une pente de 7,5%, ce qui, somme toute, est satisfaisant. De plus, cette expansion, c'est d'autant plus satisfaisant que cette expansion intérieure s'accompagne d'une bonne situation de la balance commerciale. C'est à souligner car, en période de développement, il y a toujours une tendance à l'augmentation des achats à l'étranger. Eh bien, actuellement, les importations augmentent, mais elles augmentent moins vite que les exportations.
En février, par rapport à février 1970, les importations ont augmenté de 8% et les exportations de 13,8%. Si bien que les ventes françaises hors des frontières ont atteint en février le chiffre record de 9 milliards de francs et la balance commerciale a été en excédent de 6,7%. Toutes ces statistiques sont satisfaisantes, surtout comparées à celles des autres pays, et notamment de la Grande-Bretagne et des États-Unis, qui ont beaucoup de mal à sortir de leur mélange d'inflation et de stagnation. Aux États-Unis, l'indice de la production industrielle a encore baissé en février, et l'administration, déçue, a déjà reporté sur le second semestre 1971 ses espoirs de reprise. Et pourtant, c'est la bourse de New York qui monte et celle de Paris qui piétine. Aussi, M. Giscard d'Estaing, hier, n'a-t-il pas oublié de rappeler que des mesures en faveur de l'épargne étaient à l'étude et qu'elles seraient considérées dans l'ensemble de la préparation du budget 1972. M. Giscard d'Estaing a répété à cette occasion ce qu'il avait déjà dit lors de la réception donnée à l'occasion de l'introduction des actions de la Commerzbank à la Bourse de Paris. Il a dit qu'il croyait plus aux incitations à l'épargne tenant à une augmentation de la rémunération donnée à cette épargne qu'aux incitations résultant des aménagements fiscaux. Sur le plan des dividendes précisément et de la rémunération de l'épargne, il est à souligner que le Suez que vous voyez en ce moment à 317,10 contre 315,50 a fait un effort pour maintenir ou même pour augmenter son dividende qui passe de 11 francs à 11,50 sur un capital qui lui a augmenté de 42%. Ce qui fait que le montant total de la distribution de la compagnie financière de Suez progresse de 63% d'une année à l'autre. Autre dividende en augmentation, ou maintenu en tout cas sur un capital en augmentation, celui de Roussel. Quant à De Beers, que vous voyez là sur votre écran pour l'instant à 33,25 contre 32,60, eh bien De Beers aura du mal à maintenir, c'est acquis mais ce n'est pas facile, à maintenir tout juste son dividende, car les résultats bénéficiaires du groupe ont diminué de 31%. La chute des ventes de diamants l'an dernier dans le monde en est la cause principale. Vous savez que De Beers représente à peu près 80% de l'offre de diamants sur le marché mondial. Sur le marché de l'or que nous allons voir tout de suite, il ne se passe pas grand-chose, le kilo ne bouge pratiquement pas, il gagne 5 francs. Et les pièces sont plutôt en léger repli. On parle beaucoup sur le marché de l'or d'un achat de 75 millions d'or effectué par la Banque nationale suisse. Cet achat a été réalisé de banque centrale à banque centrale, c'est-à-dire que les Suisses ont rendu aux Américains des dollars et leur ont demandé en échange de leur donner de l'or. Ce qui n'est pas un nouvel engouement des Suisses pour le métal, mais qui prouve une certaine méfiance de la Banque centrale suisse vis-à-vis du dollar. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Voilà donc pour l'ensemble de l'actualité. Je voudrais vous rappeler que ce soir, à partir de 20h25, sur la première chaîne de télévision, vous pourrez suivre la rencontre de Valence, Espagne-France en football bien sûr, et que c'est Étienne Moujotte qui vous présentera le journal ce soir à 19h45. Bonne journée. Thank you.